y a débat. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces débats publics. C'est une coproduction de 3 médias de la Fondation Hirondelle, Studio Kalangu au Niger, Studio Yafa au Burkina Faso et Studio Tamani au Mali. L'émission se tient à Bamako. Le thème du débat est l'insertion des migrants de retour au Sahel. Il se fera en 2 parties. La première partie est de 45 minutes avec les invités sur le plateau et la deuxième partie de 45 minutes également avec le public qui pourra notamment témoigner et poser des questions. Ce débat public est co-animé par 3 personnes sur le plateau. Je suis Mariam Koulibaly de Studio Tamani du Mali. Merci Mariam, je suis Aimé Roland Ouedraogo de Studio Yafa du Burkina Faso. Et avec le public, je suis Rafika Tahir du Studio Kalangu du Niger. Un public essentiellement composé d'étudiants et beaucoup d'autres statuts sociaux. Je vous rappelle que le thème de ce débat est insertion des migrants de retour au Sahel. L'OIM, Organisation internationale pour la migration, estimait à 281 millions le nombre de migrants internationaux dans le monde en 2020. Ce chiffre représente 3,6% de la population mondiale. Au Niger, au Burkina et au Mali notamment, la migration irrégulière constitue un des plus grands défis. Ces 3 pays sont considérés comme des zones de départ de transit. Mais l'insertion des migrants de retour dans leurs pays respectifs reste également très difficile, témoignent certains candidats. Studio Kalangu, Studio Yafa et Studio Tamani posent les débats sur cette question. Et on en parle sur ce plateau avec Bayri Traoré, sociologue, membre de l'association malienne des expulsés, en abrégé AME. Boulaye Keita, conseiller technique au ministère des Maliens de l'Extérieur. Souri Ibrahim Fofana, spécialiste des questions migratoires. Avant de rentrer dans le vif de cette émission, on va planter le décor avec ce reportage sur les conditions de retour des migrants. Un reportage réalisé au Niger par Moussa Maman. Les Africains candidats à la migration issus de plusieurs nationalités, maliennes, ivoiriennes, sierra-léonaises et bien d'autres reviennent dans des conditions difficiles, abandonnés à leur triste sort dans les déserts du Sahara à partir des pays frontaliers, l'Algérie et la Libye, comme le témoigne Mohamed Oujas, migrant sierra-léonais. On était en Algérie, à Loran. Maintenant, on est parti un midi comme ça pour partir à la boutique pour acheter des choses. Maintenant, les gendarmeries, ils ont attrapé nous. Ils ont enfermé nous pour 1 mois. Ils ont refoulé à 14 km d'Assamaka pour traverser et venir à Assamaka. C'était dur pour nous parce qu'ils ont frappé beaucoup, ils ont même gâté les pieds de certains de nous, ils ont violé des femmes. Ces migrants africains arrivent à la frontière nigérienne dans un état de désolation extrême. Ils sont blessés, violentés et même des fois violés à la frontière nigéro-algérienne, explique Dr Cheikhou Azizou, coordinateur d'Alarm Phone Sahara. On peut avoir des personnes blessées lors des rafles sur le territoire algérien, avec des jambes cassées, avec des plaies, avec des coups sur la tête, des pansements. Des fois, je dirais même certains ont eu à recevoir des soins d'urgence, du genre une personne fracturée, on essaie de remettre la fracture dans des conditions qui ne sont pas toujours idoines. Les nouvelles autorités du Niger ont abrogé le 27 novembre 2023 la loi 036-2015 qui criminalise depuis 8 ans le trafic des migrants dans les pays. Alors, ces reportages résument-ils les conditions de retour des migrants, M. Bayri Traoré? Je rappelle que vous êtes sociologue et membre de l'association malienne des expulsés. Merci bien, je me présente. Effectivement, comme nous venons bien de l'entendre, c'est un reportage qui est vraiment fidèle aux conditions dans lesquelles les migrants retournent depuis un certain nombre d'années maintenant. Surtout que celui qui a fait la présentation, le Niger, chacun sait que le Niger de nos jours est l'un des centres principaux à partir duquel sont faits les rapatriements des migrants subsahariens en général et maliens en particulier. Et quand ces migrants arrivent dans votre organisation, dans quel état d'esprit est-ce qu'ils sont? Très généralement, lorsque les migrants arrivent dans notre organisation, ils sont dans un état d'esprit pas du tout stable.
voilà, pas du tout stable. Beaucoup sont confrontés à des problèmes de dépression surtout. Et ces problèmes sont relatifs aux conditions dans lesquelles ils ont été expulsés ou bien refoulés. Alors, M. Boulaye Keïta, vous êtes conseiller technique au ministère des Maliens de l'Extérieur. Malgré les risques et dangers, comment comprendre aujourd'hui que la migration irrégulière s'accroît? Merci beaucoup, Mme Koulibaly. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble du réseau Hirondelle pour cette initiative sur la migration. Une initiative qui nous permet effectivement d'échanger avec l'ensemble des acteurs et aussi saluer la pertinence de la thématique, la réinsertion des migrants de retour. C'est vrai, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'efforts en cours, aussi bien par nos différents États, mais aussi par nos partenaires internationaux. Et c'est l'occasion aussi de saluer tout le dynamisme porté par les organisations de la société civile dans nos différents pays. Et la présence de l'association malienne des expulsés en témoigne. Je pense que la migration, il faudra comprendre en profondeur, du point de vue de l'ensemble de ces pays, c'est que nous sommes dans des espaces où la mobilité ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le temps des grands empires, la mobilité a été toujours une réalité. Quand je prends les axes routiers entre le Mali et le Niger, et même en passant par le Burkina, je pense que ce sont des routes qui ont été développées depuis le temps du commerce caravanier, mais dans le contexte actuel, qui ont connu une réactivation avec la création des États modernes. Mais aussi, il faudra aussi reconnaître la situation, le contexte politique, aussi sécuritaire dans nos différents pays. Ces dernières années ont fait quand même que la mobilité devient une réalité, avec des conséquences qui sont plus ou moins dramatiques. Mais des efforts sont vraiment en cours et je pense que nous aurons l'occasion de les développer pendant ce temps d'échange. Okay. Merci pour toutes ces informations. Je m'adresserai à M. Bahiri Traoré. Vous êtes sociologue. Dites-nous Monsieur Souri Ibrahim Fofana. Dites-nous quels sont les facteurs qui motivent un candidat à aller à la migration. Voilà. Bonjour toute l'assistance et bonjour pouvoir bien organiser, n'est-ce pas, cette rencontre qui édifie à plus d'un titre, n'est-ce pas, tous les candidats à l'immigration. Donc les facteurs qui motivent les populations à aller à l'immigration sont multiples. On peut citer quelques causes. Les causes peuvent être sociales parce que quand les populations perdent de vue, comme n'ont pas, comment on appelle, une assise solide, n'est-ce pas, un lendemain meilleur pour rester dans leur pays, c'est-à-dire le manque d'emploi, le chômage, etc. Donc ce sont des facteurs qui poussent les populations à aller chercher des lendemains meilleurs ailleurs. Ça peut être à l'intérieur même du pays et ça peut être la migration internationale. Donc il y a les facteurs économiques aussi, comme je dis, la pauvreté. Ensuite, les facteurs environnementaux, ça peut être la sécheresse, la pression foncière. Donc les ressources foncières deviennent assez faibles et chacun ne trouve pas son compte dans cela. Ce qui pousse beaucoup de populations à aller à l'extérieur. Nous pouvons parler aussi du système, n'est-ce pas, de formation dans nos différents pays. Parce que ce qu'on constate généralement, les gens sont formés en quantité et au finish n'ont pas de débouchés. Donc ce sont des chômeurs potentiels que nous fabriquons, alors que ce qui a lieu de faire, il faut quand même essayer de repenser l'école dans les différents pays pour pouvoir former, créer beaucoup de centres de formation professionnelle, donc où seront insérés, n'est-ce pas, les étudiants, au lieu que tout le monde soit orienté vers, n'est-ce pas, les structures universitaires qui forment, n'est-ce pas, des chômeurs potentiels. Donc la liste n'est pas exhaustive, il y a beaucoup de causes qui poussent les gens à aller, voilà, donc ça c'est parmi les causes, les quelques-uns que je peux dire pour le moment. Certains y sont, les conditions ne sont pas favorables. Dites-nous, quand est-ce qu'un migrant décide-t-il de retourner au pays? Un migrant peut décider de retourner au pays lorsque il trouve dans son pays des conditions favorables de son insertion professionnelle, lorsque c'est là, ou bien de son accompagnement. Lorsqu'un migrant veut retourner au pays, très généralement, nous savons que dans les pays développés, souvent, l'aide au retour, n'est-ce pas, dans le bercail, donc il y avait un fonds
qui était souvent dédié à ceux qui désiraient, n'est-ce pas, retourner au pays. Et le pays d'accueil aussi, n'est-ce pas, que le pays d'origine doit aussi fournir des efforts conséquents pour pouvoir insérer ces migrants de retour, les accompagner sur le plan financier, sur le plan de la logistique, tout ce qui s'ensuit pour qu'ils puissent quand même, que la migration qu'ils ont, le temps qu'ils ont vécu à l'extérieur, soit un mauvais souvenir pour eux. Donc, seules ces conditions peuvent pousser certains à venir parce que les conditions, le minimum ici, c'est nous, le minimum dans ces pays développés est le maximum chez nous. Donc, il faudra créer les conditions idoines de retour de ces migrants, n'est-ce pas, dans nos pays respectifs. Il faut l'accompagnement de l'État. On entend souvent parler de migrants irréguliers, migrants tout court. Quelle est la différence entre ces deux? Migrant irrégulier, un migrant irrégulier, c'est un migrant qui est parti dans les règles de l'art, c'est-à-dire il n'a pas emprunté le chemin, n'est-ce pas, comment on appelle, de la Méditerranée, etc., de la mer Rouge, tout ce qui s'ensuit. Donc c'est celui qui a les documents nécessaires pour pouvoir quitter son pays et aller, n'est-ce pas, à l'Occident. Mais le migrant irrégulier, c'est celui qui, n'est-ce pas, dans un désastre total dans son pays, essaye de rallier, n'est-ce pas, l'Occident par des divers moyens, à travers le Sahara, à travers, n'est-ce pas, comment on appelle, la Méditerranée et tout ça. C'est cette différence qu'on peut faire entre migrants irréguliers et migrants irréguliers. Voilà. Alors, Aimé, je pense que ta question à savoir quand est-ce qu'un migrant décide qu'il est temps de rentrer, cette question peut être répondue aussi par Bahiri Traoré, qui est sociologue et membre de l'association malienne des Effectivement. expulsés. Et qu'est-ce que les migrants vous disent généralement? Qu'est-ce qui motive leur retour aux sources? Bon, en ce qui concerne les retours des migrants, il y a différentes catégories de migrants de retour. Il y a ce qu'on appelle les retours volontaires, donc les retournés volontaires et les involontaires. Les involontaires, là, ils regroupent à la fois les expulsés et les refoulés. Donc, en plus de cette catégorie, qui est la catégorie involontaire des migrants de retour, le migrant peut décider aussi de son propre chef de retourner dans son pays d'origine. Donc, il peut décider volontairement de décider dans son pays d'origine. Bon, maintenant, quand est-ce que le migrant décide de faire cela? Cela dépend. Le migrant, après avoir passé un certain temps à l'étranger, dans un pays donné, il pourrait peut-être économiser le minimum, voire le maximum de capital financier qui lui permet de retourner. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, le migrant peut prendre la conscience que, comme quoi, que, bon, maintenant, ça fait très longtemps que moi je suis là, franchement, ça ne marche pas. Il ne faut pas que tout se cadre des deux côtés. En quittant à la maison, j'étais en bon terme avec les gens, donc je n'ai pas commis de bêtises pour quitter. Il faudrait que j'y rentre maintenant. Le migrant lui-même peut avoir cette conscience-là. Tout comme, surtout à l'ère actuelle où chacun est en contact avec l'autre, les parents peuvent mettre aussi la pression sur le migrant de retourner. Certains migrants peuvent avouer qu'ils ne peuvent pas retourner parce qu'ils n'ont rien. Les parents vont les rassurer de retourner. Il n'y a vraiment pas de problème. Tu es parti chercher de l'argent, mais ce n'était pas comme si tu étais parti le prendre, quoi. Quelque chose qui est à chercher, tu peux ne pas l'avoir. Donc si tu ne l'as pas aussi, cela n'est pas une raison pour t'éterniser là-bas. Donc, alors, Boulaye Keïta, comment s'organise le retour des migrants? Comme votre co-débatteur a eu à le dire, il y a des migrants qui reviennent de façon volontaire, oui, et d'autres qui reviennent de façon involontaire. Comment tout cela s'organise? Merci beaucoup. Comme ça vient d'être dit, effectivement, on a différentes catégories de migrants. Les migrants qui retournent de façon volontaire, généralement, ça c'est des gens, il y a plusieurs catégories, comme je viens de dire, des gens qui sont dans une situation de détresse, après qui sentent que vraiment leur sécurité physique même est menacée dans ces pays, ils demandent vraiment de l'aide au retour. Et généralement, l'aide au retour, ça passe via les missions diplomatiques et consulaires de nos pays, dans les pays d'accueil, et aussi avec l'appui des organisations humanitaires et l'appui des associations des ressortissants dans les différents pays. Quand je prends l'exemple du Mali, nous faisons beaucoup de rapatriement. Au titre de 2023, il y a un peu plus de 6 000 de nos compatriotes qui ont été rapatriés, principalement de la Libye, de l'Algérie, via le Niger,
mais aussi d'autres pays. Et dans tous les cas, c'est que nous travaillons en cohérence avec ces organisations humanitaires, comme je viens de dire, l'Organisation internationale pour l'immigration, l'OIM, les différentes ambassades et aussi des associations comme le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, qui est représenté dans beaucoup de pays, aide aussi vraiment l'État, dans le cas du Mali, à assister nos compatriotes qui sont dans les besoins et qui sollicitent un retour de l'État. Et ce retour de l'État, ça se fait souvent en rapport avec, comme je l'ai dit, la prise en charge même du billet, en rapport avec les organisations internationales. Mais dans la plupart des cas aussi, ça se fait essentiellement avec les ressources de l'État. Au Mali, depuis 2014, un fonds a été mis en place qui est à peu près d'1 milliard de francs CFA, dont l'objectif c'est de subvenir vraiment en aide aux Maliens qui sont en situation de détresse dans les pays d'accueil. Donc souvent, il y a des cas d'extrême d'urgence où l'État n'attend pas d'autres partenaires, il intervient directement avec les missions diplomatiques. Maintenant, il y a d'autres compatriotes aussi qui ont des projets d'investissement au Mali, qui souhaitent y revenir, qui aussi doivent normalement suivre une démarche auprès des missions diplomatiques pour expliquer déjà que j'ai un projet d'investissement pour le pays, j'ai besoin de tel matériel que je voudrais amener. Et là, ces compatriotes peuvent aussi bénéficier des exonérations fiscales à leur arrivée. Mais malheureusement, souvent, les gens n'ont pas toutes les informations. Ils peuvent venir avec des projets d'investissement et ça pose un certain nombre de problèmes dans les démarches administratives. Et les migrants de retour, après le rapatriement au Mali, nous avons construit un centre d'accueil qui les reçoit pendant 72 heures. Voilà. D'accord. Donc voilà un peu le schéma du retour. Oui. Pour la deuxième tranche de ces débats, nous allons aller au Burkina Faso avec Martin Kaba qui a fait un reportage sur la question que deviennent les migrants une fois de retour au pays. Certains, comme Noufou Bouxnere, 51 ans, ont tout perdu après des années en Italie. De retour dans son Tinkodogo natal depuis quelques années, le migrant de la cinquantaine a fait faillite. Il avait investi ses revenus dans le commerce. Tout le monde sait que j'ai été un aventurier et que j'ai eu de l'argent, ouvert une alimentation et j'ai beaucoup travaillé. Mais d'après les Moussi, l'argent c'est comme la rosée, ce n'est rien, ça finit vite. Sinon j'ai beaucoup travaillé et ensuite j'ai fait faillite. Mais grâce à mes expériences d'aventurier, j'ai pris courage, je me débrouille jusqu'à présent. Je n'ai pas encore eu du travail. Begedo, 45 km à l'ouest de la ville de Tinkodogo. Gafarou Bara ramasse fièrement des œufs de poule pondeuse dans sa ferme. Le jeune migrant de 30 ans a investi dans l'élevage en 2021. Il a immigré en Italie en 2008 pour rejoindre sa famille. Et depuis quelques années, il fait des allers et retours entre son pays et l'Europe pour voir l'avancement de son projet. Avant tout, on ne peut pas dire que tout ça passe bien. Parce que bon, il te manquera sûrement quelque chose. Si tu dis que tout passe là, c'est bien, bon. Moi, je ne crois pas, bon. Chacun a son opinion sur ce qu'il vit, bon, ce qu'il pense. Pour moi, il me manque quelque chose là. Qu'est-ce qui vous manque? Il me manque tout. Le souhait de Gafarou, un retour définitif au pays, d'où son investissement dans ce projet. Il a entrepris d'étendre sa ferme à 2 poulaillers avec pour objectif final d'avoir 10 000 têtes de poulet. Merci bien à Martin Kaba. Après avoir suivi cet élément, nous allons rapidement faire un tour de table. Que pensez-vous de cet élément? En commençant par M. Souri Ibrahim Fofana. Oui. À écouter cet élément, on se rend compte directement des difficultés ressenties par ces migrants dans ces différents pays. Et ceux qui ont quand même la gentillesse ou bien quand même le courage quand même de retourner dans leur pays pour pouvoir investir, soit comme montre le reportage dans l'aviculture. Il y a certains aussi qui viennent, qui s'adonnent aussi à l'embouche bovine, etc. Donc tous ces migrants de retour doivent être accompagnés par les autorités, n'est-ce pas, des différents pays respectifs. Donc ils doivent être accompagnés sur le plan fiscal, sur le plan des impôts, etc., pour qu'ils puissent quand même prospérer dans leur activité dès lors qu'ils émettent l'intention quand même de revenir au bercail et travailler. Donc en retournant au bercail, donc ils créent de la valeur ajoutée, ils créent aussi, n'est-ce pas, de l'emploi pour, n'est-ce pas, les différents
constituants, citoyens de la société qui peuvent avoir un peu de travail avec ces gens-là. Donc, c'est comment on appelle, ce retour-là est salutaire pourvu que ce retour soit accompagné, n'est-ce pas, des hautes autorités des différents pays pour qu'une insertion professionnelle durable et stable. Merci beaucoup. Je me tourne vers M. Bayri Traoré. Vous êtes sociologue et membre de l'association malienne des expulsés, en abrégé AME. Votre avis sur cet élément? Bon, d'un côté, j'ai rejoint le premier intervenant, comme quoi que les migrants à leur retour doivent être accompagnés. Mais le monsieur, il a mis de l'accent surtout sur sa faillite. Bon, moi, je vais surtout m'appesantir sur ce point. La faillite des migrants, le plus souvent, est expliquée par plusieurs causes. D'abord, c'est des gens majoritairement qui partent à la migration sans projet, en ce sens que leur seul projet en migrant, c'est d'aller chercher de l'argent. Mais ils n'ont pas une idée claire de ce dans quoi, au retour, ils vont investir leur argent. Ils ont une idée de ce dans quoi ils vont dépenser leur argent, mais je parle de l'investissement productif, quoi. Mais est-ce que dans le pays d'accueil, ils ne bénéficient pas de formation? Ceux qui partent dans les champs ou font des formations en maçonnerie, une fois de retour, est-ce qu'ils ne peuvent pas exercer ces mêmes métiers chez eux? Effectivement, ils peuvent le faire, mais à la hauteur de la petite expérience que nous avons à la matière, majoritairement, les migrants de retour sont sans qualification. Oui, c'est des gens qui sont sans qualification, donc sans compétences. Donc maintenant, pour revenir sur l'élément, la faillite s'explique aussi par le fait que les gens prennent souvent des risques inutiles. En partant à l'étranger, en migrant, toi tu étais maçon ou bien soudeur, mais à ton retour, tu veux t'implanter au marché comme commerçant. Tu vois, donc ça c'est une reconversion brutale, sans préalable ni mesure d'accompagnement. Et dans le cas d'espèces, la réussite est une surprise, sinon, à la limite, l'échec est assuré, quoi. Je vous remercie. Vous avez fait cas des migrants irréguliers qui partent sans idée de projet d'investissement. Qu'en est-il pour le cas des migrants réguliers? Oui, les migrants irréguliers, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est à peu près la même chose. Très souvent, les gens sont juste motivés par l'idée d'aller chercher de l'argent. Maintenant, rares sont les migrants qu'ils soient réguliers ou irréguliers, rares sont les migrants qui se disent qu'à mon retour, je vais investir dans ça. C'est-à-dire que je vais mettre mon argent dans ça pour pouvoir le fructifier après. Okay. Voilà. On revient à vous, M. Boulaye Keita. Oui. Merci beaucoup. Alors, par rapport à l'élément, bon, c'est vrai, je ne vais pas revenir, c'est que les collègues ont déjà évoqué. Mais ça pose déjà la problématique de l'après-migration. Quel type d'accompagnement bénéficier? À ce niveau, le dispositif qu'on a en cours au Mali pour la gestion de l'ensemble de la question migratoire, il y a une politique nationale dont l'axe 3 est la réinsertion des migrants de retour et l'insertion des candidats potentiels à la migration irrégulière. À ce niveau, il y a un partenariat qui... Donc, à ce niveau, des initiatives ont été engagées non seulement par le gouvernement à travers différents ministères sectoriels, comme le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, et aussi d'autres départements qui interviennent dans la création de l'emploi, où nous essayons de travailler en symbiose pour pouvoir orienter les migrants de retour. Mais aussi, dans le même sens, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, un partenariat a été développé qui a mis un dispositif d'accompagnement pour tous ceux qui sont rapatriés par le canal de l'OIM. Mais certes, il y a des difficultés, parce que souvent, on se rend compte qu'après le retour, c'est souvent difficile même d'avoir ces migrants pour assurer un suivi régulier. Et ça, c'est quand même... Est-ce que c'est lié à l'insécurité? Là, je ne vois pas de lien direct avec l'insécurité, mais c'est qu'une fois que les gens sont rapatriés, pour certains, la priorité, c'est d'être rapatrié et retrouver sa famille. Pour d'autres, c'est une sorte de... Vous avez à peine 30% des migrants de retour, même s'ils ont le financement d'un projet, en tout cas ceux qui sont rapatriés en urgence, qui suivent régulièrement. Même les formations qui sont organisées, ils sont très peu nombreux à s'intéresser aux formations. Maintenant, le défi, c'est de pouvoir poursuivre la sensibilisation et pour dire, après la migration, il y a une vie. Que si
C'est là où aussi nous demandons un peu l'accompagnement de la société civile. Avant d'en venir aux questions de solutions, M. Boulaye, vous aviez tantôt abordé la question du centre d'accueil. Les migrants expulsés, une fois de retour, sont accueillis dans les centres d'accueil, vous l'avez dit. Mais comment se passe l'accompagnement de ces migrants-là? Quel accompagnement reçoivent-ils? En fait, au niveau du centre, après juste le rapatriement, une fois qu'ils sont accueillis à l'aéroport, ils sont effectivement conduits dans le centre d'accueil qui a été construit par le gouvernement en 2018, opérationnalisé depuis le mois de juillet 2018. Et à nos jours, il y a plus de 40 000 Maliens qui ont séjourné. 40 000 Maliens. Voilà. Donc, et ça, ici, ils arrivent, ils sont logés dans ce centre pendant 3 jours. Ceux qui ont besoin d'assistance psychosociale, ils sont accompagnés. Et après, des informations leur sont fournies pour ce qui concerne la réinsertion. Quels sont les services désormais vers lesquels il faudra s'orienter pour bénéficier d'un projet d'appui. Ces informations leur sont données. Après, il y a un financement d'un montant de 50 000 pour rentrer dans les villages d'origine. Mais maintenant, ceux qui disposent d'un projet peuvent être à ce moment suivis, encadrés par les services techniques à l'intérieur du pays, mais s'ils sont aussi à Bamako par les services techniques, en rapport avec l'UNIOM qui intervient effectivement dans cet accompagnement-là également. C'est là où les migrants sont accompagnés une fois retournés. Et dans le centre, ils bénéficient vraiment d'une prise en charge totale pendant les 72 heures. Il peut y arriver des cas exceptionnels où on a des difficultés d'avoir les parents de tel ou tel migrant. Et ces personnes-là pourront rester jusqu'à 5 jours. Mais généralement, là aussi, la société civile nous appuie pour des cas où il y a des difficultés vraiment avérées à un certain niveau, où on contacte les relais aussi à l'intérieur du pays pour pouvoir les conduire vers les parents. Monsieur Sori Ibrahim Fofana, spécialiste des questions migratoires, dans quel genre d'activité ces migrants investissent généralement? Merci de m'avoir retourné la parole. Ces migrants, très généralement de retour, il y a certains qui, pour la petite expérience que j'ai, il y a certains qui investissent dans l'agriculture. Il y a d'autres qui investissent, n'est-ce pas, dans l'embouche bovine, et il y a d'autres qui exploitent, qui font l'aviculture. Donc, mais j'ai quand même eu, n'est-ce pas, l'aimabilité d'écouter certains reportages de certains migrants, n'est-ce pas, qui ne sont pas de retour, mais qui sont venus spécialement pour investir dans le pays. Mais suite à différents problèmes, par exemple le problème d'énergie, d'électricité, parce que donc certaines de ces activités demandent quand même la présence quand même de l'électricité, et faute d'électricité, certains sont obligés, n'est-ce pas, de surseoir à leur projet et retourner, n'est-ce pas, comme on appelle, à l'Occident. Donc ce sont les différentes activités, par exemple l'agriculture, donc ils amènent des machines donc pour pouvoir mécaniser l'agriculture et sur un petit espace, n'est-ce pas, faire beaucoup de production, ou bien, n'est-ce pas, des espèces adaptées, n'est-ce pas, au climat, des espèces qui sont résilientes, qui peuvent produire sur une petite quantité de surface. Donc ce sont les différentes activités, l'agriculture, n'est-ce pas, l'embouche bovine et l'aviculture, et que généralement les migrants investissent beaucoup dans ces domaines. Avez-vous une idée du taux de réussite de ces migrants qui investissent? Bon, le taux de réussite, c'est ce que je disais. C'est-à-dire le taux pouvait être quand même assez raisonnable lorsque, n'est-ce pas, la source d'énergie pour la pratique de ces activités, n'est-ce pas, est là. Très généralement, le reportage que j'ai écouté, malheureusement, ce monsieur-là, il voulait investir dans l'embouche bovine, mais par faute d'électricité, il n'a pas pu. Donc, il était obligé quand même de ralentir ses activités, de retourner le temps que ce problème puisse avoir une solution durable. Vous les connaissez mieux que nous. Partagez avec nous les obstacles qu'ils font face. Les obstacles, voilà. Donc, comme je le disais tantôt, quand ces migrants-là veulent investir au pays, ils sont butés à plusieurs obstacles, par exemple. C'est-à-dire, très généralement, au lieu que le gouvernement les accompagne dans ces activités, donc ils sont butés à des problèmes pour avoir, n'est-ce pas, un local, pour avoir un terrain, pour avoir des trucs. Donc, il n'y a pas de facilité qui leur est accordée spécifiquement pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, investir dans ces différents domaines. Donc, je pense que les gouvernants doivent voir cet état de fait, accompagner les migrants de retour, n'est-ce pas, les accorder certaines facilités pour qu'ils puissent quand même sortir certains, n'est-ce pas, de nos compatriotes dans le chômage et dans la précarité.
Monsieur Boulaye, vous venez de suivre Monsieur Souri qui accuse le gouvernement de ne pas mieux faire. Quelle est votre réponse? Merci beaucoup. Et je pense que le débat, ça commence à être très intéressant. Et moi, ça me donne l'occasion d'évoquer les actions qui sont en cours et de façon très concrète. Déjà, concrètement, si je prends le cas des Maliens de l'extérieur, le Mali est l'un des pays qui reçoit plus de transferts de fonds dans le monde. Il y a un peu plus d'une semaine, j'ai eu les statistiques. Est-ce que c'est le Mali qui possède plus de migrants? Non, je suis en train de décrire la situation. Il y a moins de 10 jours, j'ai reçu les chiffres de fonds transférés par les Maliens. En 2022, c'était 793 milliards de francs CFA. 793 milliards de francs CFA, ça dépasse 2 fois l'aide publique au développement. Mais le défi, c'est quoi? C'est que 80% de ce transfert de fonds est orienté vers le secteur social. La prise en charge des familles, le soutien dans des activités sociales autour de la famille. Il y a à peine 5% qui sont investis réellement dans des secteurs capables de créer des revenus supplémentaires, mais aussi des emplois. Le problème, c'est quoi? Je pense que être porteur de projet, ce n'est pas donné à tout le monde. Souvent, on pense que dès qu'on a les ressources, on peut conduire un projet. Les Maliens de l'extérieur que nous recevons, ils ne sont pas que demandeurs de ressources. Souvent, ils viennent avec des fonds. Ils n'ont pas besoin de l'argent de quelqu'un. Mais il y a un mécanisme d'accompagnement technique dont ils ont besoin. Mais à ce niveau, comme il l'a dit, nous rencontrons des gens quand ils ont des difficultés. Ils passent par des réseaux de connaissances, en fait. Ils passent par je connais tel cousin, je connais tel promotionnaire dans tel service, alors que des services techniques qui sont même dédiés à cet accompagnement sont mis de côté. C'est comme l'investissement immobilier. 80% des gens qui investissent dans ce secteur, s'ils sont des Maliens établis à l'extérieur, ils ont des problèmes. Parce que là encore, c'est par des réseaux sociaux. Et les services étatiques qui sont en charge d'encadrer ces questions sont souvent mis de côté. Et ces réseaux sociaux aussi ne sont pas tout le temps les connaisseurs vraiment de ces domaines, malheureusement. Donc ça conduit à l'échec de beaucoup de projets. Sinon, sur la question de l'investissement, au Mali, il y a un dispositif qui est en place depuis plus d'une dizaine d'années. Tous ceux qui viennent investir, si c'est des Maliens de l'extérieur, ils bénéficient des exonérations douanières. C'est tout ce qu'ils veulent apporter comme matériel en vue de l'investissement. Mais là, il y a une démarche à faire. Vous n'allez pas amener vos marchandises et seulement qu'à la frontière dire que voilà, je vais obtenir tout de suite. Il y a une démarche à faire depuis la mission diplomatique. Cette démarche, généralement, les gens ne connaissent pas. Il y a un travail de communication à faire dans ce sens. Ici, moi, j'étais témoin et même acteur dans la formulation d'une convention avec la Banque internationale pour le Mali, la BIM, pour mettre en place un fonds d'accompagner les Maliens qui portent des projets d'investissement. On a essayé de tenter, avec 1 milliard de francs CFA, une dizaine de projets certains ont bénéficié de 200 millions de crédits avec des taux très, très compétitifs, mais à peine 30% de ces projets-là ont reçu. Certains, dès qu'ils ont reçu l'argent, ils sont retournés dans leur pays d'accueil pour aller investir. Ça pose problème pour la banque. Donc ça crée une situation un peu difficile. Et la perspective en ce moment qui est en discussion, en tout cas au niveau de notre ministère, c'est la mise en place d'un fonds d'appui à l'investissement productif de la diaspora, où toutes les discussions sont en cours avec les différents ministères concernés, mais aussi avec les représentants de la diaspora qui sont fortunés, qui pourront siéger au conseil d'administration et même être dirigeants de ces fonds-là. Parce que certains pays l'ont expérimenté, ça marche. Monsieur Boulaye Keïta, malgré tous ces accompagnements de l'État et des partenaires, est-ce que certains migrants sont tentés de repartir? Non, c'est vrai. Si vous prenez au Mali, il y a de ces régions, Fofana le sait très bien, la migration est aussi une question de culture. Quand vous êtes dans la région de Caille, je pense que la migration participe même à la formation sociologique de l'homme. Souvent, nous pensons que les gens partent en migration parce qu'ils n'ont rien. Mais pour arriver en Libye aujourd'hui, pour arriver en Europe aujourd'hui, c'est des millions qu'il faudra investir. Est-ce qu'au Mali, si on a 2-3 millions, on est considéré un pauvre? Parce que la pauvreté aussi, il faut relativiser. Est-ce que quelqu'un qui a 3 millions au Mali, c'est vraiment un pauvre? C'est ça aussi la question. Mais qu'est-ce qu'il doit faire maintenant avec ses ressources? C'est ça la question maintenant qu'il faudra se poser. Mais vous allez dans la région de Caille, vous rencontrez un jeune, bon, nous pouvons vous accompagner dans des activités d'agriculture, dans tel ou tel, avec un fonds de 2 millions ou 3 millions, mais il va préférer partir, tenter la route de la Méditerranée que de rester. C'est un phénomène sociologique aussi, et qui amène toujours les gens à partir, malheureusement. Nous sommes pratiquement à 10 minutes de la fin de l'émission. Est-ce qu'on ne va pas donner la parole à monsieur? Une petite question avant d'accorder la parole à monsieur. Vous venez de souligner un problème qui est la méconnaissance de vos structures par les migrants. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens, vous, à votre niveau? Sinon, c'est la question de l'investissement même. Au niveau de l'agence malienne pour l'investissement, il y a un guichet qui a été ouvert essentiellement pour les investisseurs de la diaspora. Il y a un certain nombre nous organisons beaucoup de rencontres avec la diaspora. La dernière rencontre, c'était au mois d'août,
où il y a les participants de plus de 50 pays qui ont participé à cette rencontre, les États généraux de la migration, où pendant 3 jours, tous les dispositifs qui étaient là, mis en place par l'État, ont été développés. Où les mais ça demande encore une communication beaucoup plus intense avec les associations des migrants dans les pays d'accueil, avec les missions diplomatiques aussi. Ça, je suis tout à fait d'accord que ce travail est encore à renforcer davantage. Okay. Merci pour toutes ces informations, Mariam. Ok, on va donner la parole à M. Bahiri Traoré, il est sociologue. Et M. Bahiri Traoré, selon vous, qu'est-ce qui motive les migrants de retour au pays établis et qui commencent à avoir des activités à vouloir encore retenter leur chance? Ok, merci beaucoup, madame. Vous savez, en matière de migration, je dirais que le retour est rarement définitif. Hein. Bon, la réussite de la réinsertion des migrants de retour dépend de la nature du retour. Selon que le migrant soit un retourné volontaire ou involontaire, il y a cet aspect-là. Mais le migrant, qu'il soit un migrant de retour volontaire ou bien involontaire, d'une part, d'un côté, ils sont toujours animés par l'idée de repartir. Donc, les migrants volontaires qui reviennent pour investir, au moindre pépin, ils sont retentés de repartir encore. Même un commerçant qui était au marché, quand tu laisses le marché pendant 2, 3, 10 ans, il y a quand même des choses à refaire, à remanier. Maintenant, quand tu t'implantes, ne serait-ce que la clientèle, tu verras que la clientèle quand même a été diminuée. Donc, dans un premier temps, toi, tu fonctionnes à perte, quoi. Même s'il n'y a pas de clients, tu es quand même obligé de payer à la fois la facture de l'électricité, de l'eau, la location du bâtiment, etc. Donc, les migrants, moi je pense que la première raison, c'est que c'est des gens, ils reviennent pas dans l'esprit de rester définitivement, quoi. Ça, c'est la première raison. Donc maintenant, d'autres raisons peuvent s'ensuivre, telles que la difficulté de réinsertion, les problèmes sociaux, parce que vous savez, quand, comme on le dit, la migration change les habitudes, quoi. Donc quand toi, tu passes plusieurs années à l'étranger et que tu reviennes, bon, il y a certaines attitudes dont tu n'es plus en mesure de supporter. Donc tout ça pousse les migrants très souvent à repartir, quoi. Nous sommes pratiquement à 9 minutes de la fin de cette première partie, mais bien avant, et le gouvernement dit accompagner ces migrants. Il y a des partenaires qui accompagnent aussi ces migrants. Est-ce que vous pensez que tous ces soutiens, toutes ces aides sont nécessaires et suffisantes? Nécessaire, oui, mais suffisant pas. Voilà, nécessaire parce que les migrants, quand même, à leur retour, les migrants, il faut les reconnaître, les migrants de retour involontaires. Le nombre de migrants de retour involontaires dépasse de loin. M. Ibroulaye ne dira certainement pas le contraire. Les migrants de retour volontaires. Donc, maintenant, c'est des gens qui ont besoin d'être accompagnés. Donc l'accompagnement sur cet aspect est nécessaire. Mais maintenant, est-ce que c'est suffisant? C'est vraiment insuffisant compte tenu du nombre, du nombre de migrants qui portent le projet, donc les migrants porteurs des projets, demandeurs d'aide, quoi. Trop de difficultés citées. Monsieur Boulaye Keïta, vous êtes conseiller technique au ministère des Maliens de l'extérieur. Qu'est-ce qui est fait par les 3 pays, je parle du Niger, du Burkina Faso et le Mali, dans le domaine de la migration irrégulière? Merci beaucoup. Je pense que les 3 pays, déjà, comme vous l'avez dit, nous appartenons à un ensemble aujourd'hui qui est concerné par les défis de la migration irrégulière. Et aussi, nous appartenons à un ensemble ouest-africain, la CEDEAO. Dans chacun de nos pays aujourd'hui, je pense qu'il y a des textes qui ont été élaborés au niveau régional pour faciliter la mobilité. Ces 3 pays-là? Les 3 pays, il y a des espaces communautaires où nous appartenons. Aujourd'hui, la création de l'Alliance des États du Sahel est une réalité et que les questions liées à la migration peuvent être aussi développées. Mais il y a un certain nombre d'espaces de dialogue déjà où nous appartenons, où le projet régional qui avait été mis en place en 2017 par l'OIM, l'ensemble de ces pays bénéficient de ces projets régionaux. La première phase est finie, nous sommes dans une deuxième phase. Et cette deuxième phase, je pense que les migrants bénéficient des mêmes types d'accompagnement. Les différents collègues, nous sommes un réseau d'experts dans les différents pays aussi où nous abordons ces problématiques. Il y a plusieurs rencontres qui s'organisent au niveau aussi des différents États où nous sommes membres. Je sais que la semaine prochaine, il y a une réunion à Rabat, les différents pays vont se retrouver, où ces questions seront encore mises en avant. Maintenant, l'Alliance des États du Sahel qui vient aussi de voir le jour,
Je pense qu'il y a une nécessité de poser cette question parce que là, il s'agit aussi de promouvoir davantage l'intégration africaine, de faciliter la libre circulation. Mais la question de la migration, aucun pays seul ne pourra gérer. C'est pourquoi il serait nécessaire quand même que nous ayons une vision d'ensemble, une vision commune au niveau sous-régional, à l'échelle de ces 3 États, pour dire que qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à l'investissement productif, par rapport à la prévention de la migration irrégulière et par rapport à la coopération internationale avec des organisations, avec des pays aussi. Voilà merci. Un peu ce que... Ok, merci bien pour toutes ces informations. Je retournerai vers Boulaye. Non, bien avant, Boulaye, on va écouter les reportages de Imirana okay. Sur l'autonomisation des migrants de retour. Les perspectives d'autonomisation des migrants initiées par les autorités ne suffisent pas, déplore le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Il regrette l'absence d'une politique migratoire dans le plan de développement économique, social et culturel PDCHEC des collectivités territoriales du Mali. Mohamed Lamine Ban, chargé de la migration au Conseil des Maliens de l'extérieur. Et cette réinsertion socio-économique, elle ne demande qu'avoir de l'initiative. On déplore le gap entre les personnes assistées et les personnes non assistées, mais ce dont on ne parle pas, c'est les taux d'échec des personnes assistées, parce qu'il n'y a pas un suivi. Les accompagnements individuels qui sont faits, il n'y a pas de suivi. La Fédération des associations des migrants du Mali déplore de son côté les conditions de réinsertion des migrants de retour au Bercail. Seydou Doumbia, vice-président de la Fédération. Beaucoup ont été faits, mais le résultat est minime. L'appareil étatique n'a pas donné un résultat efficace, mais les syndicats peuvent jouer un rôle. Qu'on accepte réellement que les syndicats s'imprègnent dans la réinsertion de ces Maliens de l'extérieur à travers vraiment de création d'activités génératrices de revenus. Pourtant, certains migrants affirment avoir eu de succès grâce au soutien des partenaires du Mali. C'est le cas de Mme Koulibaly ou Koulibaly et de Lagui Nyangani. Nous, aujourd'hui, à 80%, on peut dire qu'on a reçu dans tout ce que nous voulons. La petite entreprise qu'on a créée pour ces femmes-là, toutes ces femmes sont salariées. Donc, de là, chaque mois, chacun a une enveloppe. Et la majorité, à 80% aussi, ont eu soit des maisons construites ou bien des parcelles à titre d'habitation. Nous étions un groupe de 14 Africains qui ont décidé de quitter la France pour venir au Mali tenter une expérience dans le domaine agro-pastoral. Et c'est 60 hectares aujourd'hui que nous essayons d'exploiter. Selon des spécialistes, les aides aux migrants de retour ne suffisent pas pour la prise en charge de ces derniers. Un grand merci à Emirana Kilou Maïga pour cet élément. Après avoir suivi cet élément, que pensez-vous des différentes réactions? En une minute, c'est la fin de la première tranche. Après, on va aborder la deuxième tranche du débat. Ok, donc je pense que ça revient à ce que nous venons de dire, c'est-à-dire que l'aide apportée à ces gens-là est nécessaire, mais vraiment insuffisante. Voilà, c'est une aide nettement insuffisante, eu égard au nombre de personnes qui demandent cette aide-là, quoi. Monsieur Boulaye Keïta, vous avez reconnu à travers cet élément une voix? Non, pas une voix, l'ensemble des voix d'ailleurs. Okay. L'ensemble des intervenants dans ce reportage, c'est des gens avec lesquels nous avons travaillé sur l'élaboration de la politique nationale de migration jusqu'à son adoption et à l'évaluation également. C'est pourquoi je m'interroge un peu sur certaines choses. M. Ban qui a parlé du manque d'absence de la migration dans les PDCHEC. La commune de M. Ban, nous avons accompagné cette commune-là à se doter d'un PDCHEC qui contient des dimensions migration. Okay. Ça, voilà. Donc, c'est la société civile, c'est normal, la société civile est dans son rôle pour avoir aussi un regard critique par rapport à ce que l'État fait. Mais la question de la problématique d'insertion des jeunes, des migrants de retour, moi je pense que ça tombe aussi directement sur la question de la problématique de l'emploi de façon plus globale dans nos pays. Parce que je pense que souvent c'est pourquoi nous disons migrants de retour, oui, mais à ces migrants de retour, il faudra aussi adjoindre les candidats potentiels à la migration irrégulière. Parce que si la migration devient seulement le facteur d'accompagner quelqu'un, ça veut dire que nous allons encourager ceux qui n'ont pas migré aussi à migrer et après venir demander un accompagnement. Donc c'est de prendre les deux vraiment en même temps pour répondre à cette problématique-là. Ok. Monsieur Sori Ibrahim Fofana. Oui. Voilà, un ajout. Bon, ce que je peux ajouter, c'est dire que les migrants de retour, très généralement, ils sont sur deux pentes. Ils ont un pied à l'extérieur, là où ils résident, et ils mettent un pied aussi au Mali, voir si ça marche. Donc je reste. Si ça ne marche pas, je reste. Je retourne là où je suis venu. Donc pour pouvoir continuer d'autres activités. J'ai vu des migrants qui avaient des projets, n'est-ce pas? Ça n'a pas marché. Ils sont retournés encore, continuer à travailler dans ces pays. Donc c'est qu'on peut dire, comme l'a dit toujours, l'union fait la force et dire que
l'aide accordée à ces migrants de retour, ça va demeurer toujours insuffisante vu le nombre élevé de personnes demandeurs. C'est la fin de cette première partie. Avant d'entamer la seconde, nous allons faire un petit résumé de tout ce que nos intervenants viennent de dire. Le thème principal, c'était la migration, la réinsertion des migrants de retour. On a parlé des causes de cette migration. Ces causes seraient culturelles, sociales et aussi la pauvreté serait l'une des causes de départ à la migration. On a parlé aussi du retour de ces migrants-là et de retour. On a dit que souvent ces migrants, leur retour est volontaire et c'est souvent involontaire. Leur formation dans les pays d'accueil n'est pas tellement adéquate. Quand ils reviennent aussi au pays de retour, ils n'ont pas cette vision d'aller vers des professionnels, d'aller vers des services techniques de l'État pour pouvoir s'orienter quant à leur réinsertion, quant à aller vers des activités génératrices de revenus. Il y a aussi la question d'accompagnement de l'État qui est à hauteur de souhait selon les autorités, mais qui serait très peu selon l'AME, les représentants de l'AME. Donc, les organisations de la société civile ainsi que les migrants de retour demandent aux autorités de faire plus d'efforts. Et il a été aussi évoqué sur ce plateau que les migrants de retour, la plupart ne viennent pas pour rester définitivement, malgré les accompagnements de l'État et des bonnes volontés. Ils sont là au pays, mais prévoient de toutes les façons de répartir. Cela est dû aussi au fait que leurs activités ne marchent pas le plus souvent. On va clore cette première partie, remercier nos invités qui étaient M. Bahiri Traoré, sociologue, membre de l'Association malienne des expulsés, Boulaye Keïta, conseiller technique au ministère des Maliens de l'extérieur, Sori Ibrahim Fofana, spécialiste des questions migratoires. Je suis Mariam Koulibaly. Je suis Emelouna Ouedraogo. Et cette première partie, et avant de la clore, on va vous dire que ce débat est une coproduction de 3 médias de la Fondation Hirondelle, à savoir Studio Yafa, Studio Kalangu et Studio Tamani. Merci et à demain. Il y a débat.